UGICT CGT. UGICT CGT. L'UGICT CGT. En congrès à Metz. Travailler au futur. Rien n'est écrit d'avance. Vous écoutez les tables rondes du 20e congrès de l'UGICT CGT. Animation Clément Olivier. Épisode 4. 130 ans de spécifique dans la CGT. L'UGICT en phase avec son temps. Merci à la présidence, rebonjour à toutes et à tous. Table ronde à la fois sur l'histoire et l'avenir cet après-midi. Vous savez que ce congrès, il a un fil rouge qui est de s'interroger sur quel syndicalisme spécifique construire aujourd'hui pour un futur émancipateur en 2050. On a intitulé cette table ronde 130 ans de spécifique dans la CGT, l'UGICT en phase avec son temps. Il y a une astuce dans ce titre qu'on va expliquer un peu plus tard, mais vous l'aurez compris, notre angle c'est bien hier, aujourd'hui, demain. À mes côtés pour en parler, un plateau assez important puisque comme vous le voyez, nous avons pas moins de 6 intervenants. Et pour tenir les horaires, je vous propose de nous limiter à un seul tour de table pour l'instant. À mes côtés donc, Caroline Blanchot, bonjour. Secrétaire général de l'UGICT CGT, issu donc de la direction sortante et qui se représente à ce congrès. Alain Obadia, à côté de vous, bonjour. Ancien secrétaire général de l'UGICT, entre 82 et 92, ancien dirigeant confédéral. Jean-François Bolzinger, bonjour. Ancien secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UGICT sous différentes formules entre 2002 et 2014 et auteur d'un livre qui est dans vos pochettes de délégués. Son titre « Rassembler le salariat, histoire du syndicalisme spécifique UGICT-CGT », publié en 2023 à l'atelier avec une préface d'une certaine Sophie Binet. Également avec nous, Aude-Cécile Jouret, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'UFCM Toulouse, donc l'organisation spécifique cheminote en territoire. Sébastien Salé, bonjour à vous. De la FNME. Bonjour. Bonjour, de la FNME, vous êtes ancien secrétaire général du syndicat UFICT CGT Mine Énergie 87, donc la Haute-Vienne. On parle de Limoges, ville qui a vu la création de la CGT il y a 130 ans, en 1895. Et enfin, Agathe Leberder, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de l'UGICT. Et puis on salue Marie-Josée Cotely qui devait participer à cette table ronde et qui n'a pas pu être des nôtres. Merci à toutes et à tous de prendre ce temps. Vous voyez qu'on a composé cette table ronde, comme disait le journal de Tintin, avec des jeunes de tous âges. On aimerait à la fois avoir la vision des moins jeunes sur l'avenir, la vision des plus jeunes sur l'histoire, mais avant tout, Caroline Blanchot, on a donc titré sur 130 ans de spécifique, mais évidemment, il n'aurait échappé à personne que l'UGICT n'a pas 130 ans, elle en a un peu plus de 60. C'était pour insister sur le fait qu'il y a depuis très longtemps eu un syndicalisme cadre et intermédiaire à la CGT. Ceci étant dit, à quel point on peut véritablement parler de syndicalisme spécifique avant la création de l'UGIC Santé à l'époque, dans les années 60, et puis expliquez-nous ce qu'il y a pu avoir avant. Bon, déjà, peut-être dire qu'initialement, on avait demandé à l'IHS confédéral de participer à cette table ronde et ils ont eu un empêchement, du coup, je les remplace et on a travaillé ensemble sur cette table ronde avec l'IHS UGICT, évidemment, aussi. On avait été sollicité par la Confédération pour savoir si on faisait une initiative sur les 130 ans de la CGT. Et on s'est posé la question, ça nous est apparu évident on a un congrès cette année, de faire un événement pendant le congrès et de se poser la question finalement de qu'est-ce qui a amené la Confédération à créer l'UGICT. L'UGIC dans un premier temps et l'UGICT dans un second temps. Évidemment, quand on cherche, on trouve des choses passionnantes. Et là, j'ai bien compris qu'on n'avait pas le temps de tout dire ce que j'aurais envie de dire. Mais en gros, ce qui est important, et ça a été dit ce matin par une déléguée, c'était aussi de faire en sorte que ce congrès, ce soit un temps aussi de débat évidemment, mais aussi un temps pédagogique pour un peu redécouvrir notre organisation à travers son histoire. On va continuer après le congrès dans ce sens-là. On a déjà publié une vidéo qu'on a pu diffuser, vous l'avez vu lors de la première séance, qui donne déjà un certain nombre de choses, donc qui va m'économiser peut-être un peu cette histoire que je vais brosser rapidement, mais il y a quelques dates clés quand même qui sont intéressantes à connaître. Déjà,
à la fin du 19e siècle, il y avait déjà des ingénieurs CADTech, alors pas au sens tout à fait où on en parle aujourd'hui, mais qui étaient principalement organisés plutôt par le biais des professions, en associations ou en syndicats. Et dès 1906, à la CGT, il y a eu la création d'une fédération CGT des dessinateurs qui déjà avait un fort ancrage de technicité, en fait, via la technicité des métiers. Et d'ailleurs, ça se sait pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans vos sacs qui avaient remis à votre accueil, il y avait un petit fascicule sur les 60 ans d'Option. Et dedans, dans l'édito, j'expliquais que l'ancêtre d'Option, c'était une revue qui s'appelait Travail et Technique. Et en fait, c'est un peu peut-être contre-intuitif aujourd'hui de dire que l'UGIC, finalement, c'est vraiment ses fondements historiques, c'était sur la technicité des métiers. Après, si je remonte rapidement l'histoire, sur la deuxième date clé qui me semble importante, c'est 1919. La CGT a gagné de haute lutte la journée des 8 heures. Mais ce qui se sait moins, c'est que les cadres en étaient exclus. En fait, ils n'ont pas été prévus dans cette loi. Et c'est intéressant à savoir parce que quand on voit aujourd'hui qu'ils sont majoritairement au forfait jour, avec cette idée que finalement ils n'ont pas de limite au temps de travail, on voit que c'est les fondements un peu de cette philosophie, elles prennent déjà source très 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 tôt dans notre histoire. Et puis aussi, ça a été l'occasion pour eux de dire, nous aussi on veut la journée des 8 heures en fait. Nous aussi, on a des aspirations, nous aussi, on veut une vie après le travail. Et ils se sont organisés parfois à la CGT, plus souvent à l'extérieur. Et petit à petit, les acquis sociaux qu'on a construits les ont poussés à réfléchir à ce qu'ils voulaient satisfaire en priorité avec l'ensemble du monde salarié. Et ce qu'on peut dire, c'est que les premières décennies en fait, du XXe siècle sont particulièrement entré sur la bataille contre l'arbitraire patronal de la fixation des salaires. Et ce qu'on a gagné à la CGT, à l'époque déjà en interne, c'est de réfléchir à une hiérarchisation des salaires. C'est-à-dire comment on porte la question salariale pour éviter l'arbitraire patronal, c'est-à-dire qu'on se retrouve seul face à l'employeur sans cadre bien prescriptif, qui permet de toutes et tous d'avoir des droits dès l'embauche et pendant tout le déroulement de carrière. Donc c'est à la fois la reconnaissance des qualifs, mais c'est aussi la possibilité d'évoluer dans l'entreprise ou l'administration. Et cette bataille elle a été tellement prégnante que dans certaines entreprises, la CGT qui est sous-organisée chez les cadres portait des cahiers revendicatifs qui n'étaient pas suffisants pour les catégories cadres. Et donc ça a donné lieu en intersyndical, en discussion, à des intégrations totales de cahiers revendicatifs d'organisations extérieures de cadres dans certaines fédérations, et notamment à la fédération CGT des cheminots, ça a amené, c'est ce que je disais dans le rapport introductif de ce congrès, ça a amené à introduire, en passant un contrat d'introduction de toute une organisation de cadres catégoriels à l'époque, dans la fédération CGT des cheminots, donc c'est 15 à 16 000 nouveaux syndiqués d'un coup, et surtout à se dire, à bouger des lignes, c'est-à-dire à dire non, on veut un syndicalisme qui pense à tout le monde et que tout le monde doit penser son cas particulier pour que nos cahiers revendicatifs ils soient complets en fait. Et cette anecdote, on pourrait en sortir d'autres dans d'autres périmètres. La métallurgie, par exemple, c'est très intéressant. Ils avaient travaillé très tôt cette question de hiérarchisation des salaires, tellement tôt que sur la fédération, sur la métallurgie parisienne, ils avaient fait des sondages, ils avaient fait des cahiers revendicatifs. Et quand ils ont gagné de haute lutte en 1936, justement une intégration des classifications, le patronat a été pris de court parce qu'ils n'avaient pas travaillé un contre-projet. Et c'est le projet de la CGT qui a été adopté. Et justement avec cette classification, cette idée que on doit hiérarchiser pour justement éviter l'arbitraire patronal à tous les moments de la carrière en fait. On pourrait aussi évoquer, mais je vais très vite, mais on pourrait évoquer l'engagement des ICTAM pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a souvent des histoires dans la grande histoire qui ne sont pas suffisamment travaillées. Pendant ce mandat, l'UGIC, on a visité le musée de la Résistance, où on avait travaillé justement cet aspect plus spécifique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudra qu'on travaille un peu mieux pour vous donner plus d'éléments pendant ce mandat. Et puis surtout, je pense que c'est intéressant de parler, ça a été dit aussi pendant ce congrès, du gros travail de la CGT avec les cadres pour permettre de créer la sécurité sociale.
permettre de créer la sécurité sociale avec l'ensemble des salariés, alors que les cadres eux-mêmes, organisés de façon autonome, n'étaient pas convaincus et de l'efficacité de ce pari sur l'avenir, et parce que aussi les organisations qui avaient été mises en place, qui étaient volatiles sur les marchés, n'ont pas tenu avant. Et donc l'idée de dire, par le biais de la cotisation et le plafond de la Sécu, on crée les retraites complémentaires pour que vous puissiez cotiser au-dessus du plafond et du coup être intéressé à rentrer dans cette sécurité sociale, c'est à mettre à l'acquis du travail à l'intérieur de la CGT sur justement comment on accompagne l'ensemble des revendications pour intéresser tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver dans nos cahiers revendicatifs. Et en 2 mots encore, juste pour finir jusqu'aux années 60 et la création de l'UGIC, puis de l'UGICT. À la sortie de la guerre, en fait, pendant la guerre, il n'y a malheureusement pas pu... il y a eu un peu une déconstruction en fait de tout ce qui avait été construit avant, et en 1944, quand il a fallu reconstruire, donc hormis la Sécu que je viens d'évoquer, on a mis en place le cartel des cadres. L'idée, c'était vraiment les ingénieurs et cadres étaient organisés dans les fédérations ou dans les syndicats nationaux. Là, l'idée, c'était de les rattacher aux fédérations et de se déployer, aussi de combattre l'idée d'avoir un syndicalisme catégoriel, hein, c'est la naissance de la CGC, et de pouvoir se déployer pour continuer, fort de l'expérience qu'on avait eue finalement dans les années 30 et de tout ce qu'on avait pu construire, continuer à organiser l'ensemble du salariat et être l'organisation qui organise tout le monde. Bon, tout ça nous mène à la création de l'UGIC puis de l'UGICT. Dans les années 60, Alain Obadia, vous qui avez été aux responsabilités alors dans les années 80, mais syndiqué CGT et UGICT dès les années 70, vous étiez jeune diplômé dans les années 70, époque d'augmentation de la proportion d'ingé 4 tech. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait. Évidemment, les années 60, 70 et 80 sont les années où le nombre des ingénieurs, cadres et techniciens parmi les salariés augmente de manière extrêmement rapide. Donc, évidemment, pour la CGT, syndiquer ces catégories, étendre son influence à ces catégories devient un enjeu absolument déterminant. C'est donc dans cet état d'esprit qu'a été créé l'UGIC, au départ avec uniquement les ingénieurs et cadres, et puis autour de 68, je crois, c'est ça, il y a eu la création de l'UGICT avec un T pour prendre en compte l'arrivée massive des techniciens, puis des techniciens supérieurs. Bon, donc cette période est la période de création de l'organisation et de développement de l'organisation. Bon, moi je deviens secrétaire général adjoint puis secrétaire général dans la période qui suit. Et je dirais que le mandat qui a été le mien a été marqué, et c'est toute l'équipe que constituait la direction de l'UGICT à l'époque, par le passage d'une UGICT qui, pour reprendre des termes vintage, était un peu un bureau d'études de la CGT, le faire passer l'UGICT à une organisation pleinement revendicative et qui donne la priorité, et où nous donnions la priorité, à l'implantation syndicale à l'entreprise. Alors je m'empresse de dire que c'est pas parce que nos prédécesseurs n'avaient pas pensé à ça, et c'est pas parce que nous étions plus malins qu'eux ou plus intelligents. C'est tout simplement que nous avions changé de période. Parce qu'il faut se souvenir que pendant les années 70, la CGT avait été très, influencée par le soutien qu'elle apportait au programme commun des partis de gauche. Et on peut dire qu'on en avait fait la critique par la suite, même si c'était juste de soutenir cette construction d'un projet politique, mais à forte composante sociale et de progrès, c'est vrai que ça nous avait un peu fait décoller du terrain. Et donc, à partir du moment où il y avait eu la rupture du programme commun, il était très important pour l'ensemble de l'organisation syndicale de repartir
en priorité sur cette question des revendications et de l'organisation à l'entreprise. Voilà, ça c'est donc un peu ce que je voulais dire sur la période. Bon, dans cette période, il y a 3 sujets, je dirais, qui ont été prioritaires pour nous. Ça a été la formation professionnelle, avec en 1971 un accord national interprofessionnel qui a en somme fondé l'ensemble des principes qui régissent encore aujourd'hui la formation professionnelle, avec l'obligation pour les patrons de payer, le fait de pouvoir réaliser la formation professionnelle sur le temps de travail. Puis cet accord national interprofessionnel a été enrichi ensuite par une loi en 1974 qui a créé en plus la dimension du droit individuel à la formation. Le deuxième aspect des choses a été la question de la qualification et notamment de la qualification des techniciens et techniciens supérieurs en intégrant ces catégories dans les conventions collectives. Ça a été une rude bataille. Et le troisième aspect, parce que cette période, c'est en somme le passage du capitalisme, comment dirais-je, régulé de manière keynésienne à la mondialisation financiarisée soutenue par l'idéologie néolibérale, évidemment, ce qui a beaucoup occupé l'UGICT et ses militants, c'est les luttes pour l'emploi, mais avec une composante pour ce qui concerne l'ensemble de la CGT, mais avec une insistance particulière sur l'UGICT, une composante de proposition, contre-proposition par rapport aux projets patronaux de casse des entreprises et de casse de l'industrie, sur laquelle l'UGICT a été extrêmement active. Un dernier mot quand même, parce que voilà, je ne peux pas ne pas dire que, je vais le prendre à partir d'un jeu, mais c'est un nous en réalité. La première partie de mon mandat a bénéficié d'un énorme soutien de la Confédération au développement de l'UGICT, de ses organisations, de son implantation à l'entreprise. Georges Segui et Henri Krasuki, qui étaient les secrétaires généraux de la CGT à cette époque, avaient parfaitement bien compris les enjeux, c'est-à-dire la croissance énorme du nombre d'ingénieurs, cadres et techniciens, et le fait que, à terme, c'était l'influence même de la CGT qui était en jeu si on s'implantait dans ces catégories ou si on ne s'y implantait pas. Bon, malheureusement, la deuxième partie a été beaucoup moins positive. C'est là que des incompréhensions sur l'importance de ces enjeux ont commencé à se faire jour et s'est ouverte une période où beaucoup trop de militants et d'organisations à l'intérieur de la CGT ont passé du temps à combattre l'implantation de l'UGIC, des organisations spécifiques, etc. Pour des raisons, de rapport de force et de pouvoir au sein de l'organisation que je trouve extrêmement secondaire, sauf qu'en faisant ça, on a tiré une balle dans le pied de toute la CGT. Il est heureux qu'on sorte de cette période et je sais que la direction confédérale actuelle déploie tous ses efforts pour arriver à convaincre à quel point c'est une question décisive pour les ingénieurs, cadres et techniciens, mais pour l'ensemble de la CGT et du monde du travail. Pour reprendre les termes du titre de cette table ronde, l'UGICT en phase avec son temps, à des degrés variables selon, d'après ce que vous nous décrivez, et en fonction aussi de ces liens avec le reste de l'organisation. Si on continue, Jean-François Bolzinger, de dérouler la chronologie avec vous, les années 90, elles sont marquées par différents sujets, et notoirement le temps de travail, la bataille des 35 heures et contre le forfait jour qui est allé avec, et puis une idée d'égalité femmes-hommes avec cette bataille du temps de travail. Alors, effectivement, le mouvement des... Moi, la période, j'ai démarré comme secrétaire logique en 96, donc
y a un petit décrochage avec Alain. Mais le mouvement des cadres et techniciens pour la réduction du temps de travail, en fait, c'est emblématique du développement de leur conscience salariale à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en caricaturant, on peut dire que jusqu'alors, on a des salariés, que les ICT sont des salariés complètement à part. Et en gros, à ce moment-là, avec les luttes qui se passent, les aspirations qu'il y a, ça devient des salariés à part entière avec des spécificités. Donc c'est quelque chose de très très important, parce que du coup on abandonne complètement, définitivement la démarche d'alliance dont parlait Alain tout à l'heure, où les ICT sont considérés comme une force d'appoint aux ouvriers employés, notamment sur les propositions économiques, et c'est une démarche de rassemblement à partir de leurs revendications qui prévaut. Et ça tombe bien, en tout cas la réalité, il faut dire un mot du contexte quand même, c'est qu'en 80, il y a quelque chose d'énorme quand même. En 89, la chute du mur de Berlin, 91, l'implosion de l'Union soviétique, et la CGT tire les enseignements de ce qui s'est passé, et passe d'une démarche, redonne la démarche de sommet, je dirais, pour une démarche d'en bas, avec les syndicats acteurs et décideurs, et avec une démarche où l'idéologie est mise au service de la démarche revendicative. Donc et on abandonne la démarche de grand soir. Donc c'est des éléments fondamentaux qui existent encore aujourd'hui. Et l'UGIC est bien en phase avec ça, puisque ce qui va se passer, alors ça va être une surprise pour beaucoup sur la question du temps de travail, c'est une mobilisation massive de cadres et de techniciens, mais on l'avait déjà vu pour les techniciens, mais là, massive, mais nationale. Et une mobilisation qui se passe, y compris donc avec notamment les axes CGT, CGC, qui au moment de la guerre froide, étaient deux organisations idéologiquement opposées. Donc, je vais vraiment à la SERP. Et là, on se retrouve avec un rassemblement de ces forces-là. Donc, c'est bien un mouvement revendicatif puissant, pas sur des bases idéologiques. La CFDT qui soutient le pouvoir socialiste, alors, qui refuse de participer à ces manifestations, il y a quand même 50% de leur base qui suivent le mouvement. Donc, c'est bien la force de cette démarche qui est enclenchée à la société depuis quelques années, qui commence à prévaloir. Et pour les cadres, c'est avec des formes innovantes énormes. Les inspections du travail, quand on fait intervenir dans les entreprises, Thomson et Lancourt, avec occupation de la boîte, 8800 procès-verbaux d'infraction aux heures supplémentaires dites gratuites, le nombre de boîtes où les Ingétech partent à 16 heures parce qu'ils disent à partir de là, ça y est, moi j'ai fini mes heures. Donc c'est des formes de grève innovantes, je veux dire, qui arrivent. Mais au-delà de ces formes d'action, il y a l'explosion de plein de dimensions. Travailler autrement, la quête de sens, bien sûr les questions d'emploi où on gagne des emplois. Ailleurs, tous les économistes s'étaient plantés. Ils faisaient des règles de 3 pour dire les 30 stackers, ça va faire. Allez, ils vont faire la règle de 3, ça va donner le temps de. C'est complètement faux. Comme on a ouvert sur plus de loisirs, c'est plein de nouveaux domaines qui sont apparus et il y a eu plein de créations d'emplois. Donc ça, c'est la question économique, mais au niveau sociétal, c'est la libération des problématiques d'environnement, les femmes, l'engagement des femmes. Ils étaient à 85% pour le temps de travail, les hommes à 65%. Rien que là, c'était déjà beaucoup plus fort. Mais ça a été énorme pour tout ce qu'il y a. Alors, les garde-fous qu'on a gagnés alors, on a les acquis, c'est les jours de RTT qu'on a encore aujourd'hui. Enfin, moi, on a retraité, je ne les ai plus. Mais il y a les forfaits sur les garde-fous sur les forfaits jours. La question de la santé, qui est venue comme quelque chose de très important, qui nous a permis de mener la bataille dans les années après contre les suicides et le Wall Street Management, de démonter les choses. Tout ça, ça vient de ces luttes de masse qui étaient une première, parce que jusqu'alors, les luttes étaient uniquement ouvrières, qui a lieu à ce moment-là. Il y a une nouvelle formation une génération de militants UGIC, CGT et ICT qui s'est formée à ce moment-là, et dont jusqu'à aujourd'hui, celle qui a dirigé l'UGIC jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je voulais dire ça, et le deuxième volet, sinon je vais être trop long, c'est sur une question, que je pourrais développer beaucoup sur le Wall Street Management, sur le fait que, en gros, l'idée, c'est que
le capital avait réussi à trouver les formes de surexploitation du travail manuel depuis longtemps, à partir du Fordisme et tout ça, Taylorisme, etc. Et là, ils ont essayé ils étaient sur comment surexploiter la part intellectuelle du travail. Donc, on est aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment on se posait la question à l'époque, comment ils vont surexploiter nos cerveaux. Donc là, les questions auxquelles on est affronté aujourd'hui, et vous allez être affrontés dans les prochaines années, c'est ça. Mais moi, je voulais venir sur une des choses qui a été précisée fortement au moment de ce tournant du siècle, on va dire, c'est la question du spécifique. Alors, il y a la question du spécifique organisatoire, c'est-à-dire que le GICT outil des ICT dans la CGT et outil de la CGT pour se déployer chez les ICT. Mais il y a aussi la définition du spécifique, c'est la situation de chaque cadre et technicien dans le travail. C'est-à-dire que c'est les rapports socio-capitalistes dans l'entreprise. Et la spécificité de l'UGIC, c'est de les traiter. Si on ne traite pas ça, ces rapports sociaux dans l'entreprise, vous ne transformerez pas la société, c'est tout. Alors c'est pour ça qu'on a pris la formule, parce que le spécifique, ce n'est pas du catégoriel, plus une orientation idéologique. Parce que là, vous pouvez avoir un syndicat de masse, mais puis après, vous positionnez idéologiquement, à la limite, un truc de mouvement, machin. Et si vous voulez vous attaquer à la transformation des rapports sociaux dès l'entreprise, dans et au dehors, donc si vous ne faites pas l'impasse là-dessus, vous êtes obligé de vous organiser. Et c'est ça, fondamentalement, le spécifique. Et on a parlé de, pas seulement une conception de classe et du syndicalisme de masse. Donc c'est pas du catégoriel avec une orientation idéologique. Ça, je tenais à le dire parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la mode des formes de mouvement. Mais vous ne transformez pas la réalité avec ça. L'expérience CGT, c'est d'organisation, ça vient de loin, et c'est décisif. La question de l'organisation logique. Après, il faut trouver les formes, les dispositifs appropriés à l'entreprise pour travailler à la fois le rassemblement des ICT tous ensemble. Enfin, voilà. Mais ceci dit, il faut surtout pas, il faut chercher comment faire pour que ça marche. Et pas fusiller une structure parce que ça ne marche pas. On n'y arrive jamais. Par contre, je pense que ça, c'est un élément clé qui est venu à ce moment-là et qui reste à promouvoir dans toute la CGT. C'est vrai que, alors moi, la période, pour revenir tout à fait à ce qu'a dit Alain à la fin, nous, la période qu'on a vécue, c'est plus un cantonnement du spécifique. Parce qu'on était tellement virulents sur tout un tas de domaines qu'en gros, à la Confédé, c'était souvent ne faites surtout pas ce que je ne fais pas, quoi, en gros. Donc là, maintenant, on est sorti de ça. Je pense qu'on a une CGT qui est bien armée pour les années à venir. Voilà. Vous m'assurez une transition avec Aude-Cécile Jouret, vous qui êtes à la tête d'un syndicat cheminot spécifique, 2 sites. Ni vous ni moi n'étions nés, et ni nos parents d'ailleurs, quand avant la guerre, le cheminot Pierre Sémard insiste sur l'importance d'organiser les cadres dans la CGT et que, comme ça a été rappelé, en 1937, la Fédération des cadres cheminots adhère à la CGT. Votre vision de ça avec un regard d'aujourd'hui? Oui, oui, en tant que cheminote, Pierre Sémard, tous les 7 mars, on commémore le fait qu'il ait été fusillé en 1942 par les nazis. C'était un cheminot qui a été secrétaire général de la Fédération des cheminots. Et une des phrases qui m'a marqué un jour et que je répète régulièrement, c'est ce qu'il avait dit, c'était « Nous voulons que cette union de ceux qui travaillent et qui sont salariés, mais qui ont des responsabilités différentes, trouve son expression dans la même organisation pour empêcher les tentatives du fascisme de dissoudre nos forces et de mettre de son côté les techniciens et les cadres. » Et donc oui, au quotidien, ce cheminot et ce syndicaliste, il est présent. En fait, je reprends cette phrase souvent parce que des fois, on a des difficultés, encore aujourd'hui, malheureusement. Oui, je suis un syndicat UFCM, comme on l'appelle chez les cheminots, mais UFICT ailleurs. Et donc, tous les jours, on est ensemble avec un syndicat exécution au quotidien. Il faut rappeler cette phrase régulièrement parce que régulièrement, j'entends des petites remarques, alors des blagues qui n'en sont pas vraiment, un bon cadre, c'est un cadre mort, des choses comme ça, de la part de camarades. Donc oui, ça fait aussi encore malheureusement partie du quotidien. Et c'est quelque chose qui m'agace parce que je rappelle aussi souvent que mon syndicat, dont je suis secrétaire aujourd'hui,
en fait, il a été créé en 64, donc avant qu'il y ait même une UFIC. Donc, je veux dire, les Toulousains, à l'époque, cheminots, s'ils se sont mis d'accord pour créer ce syndicat à l'époque, c'est qu'il y en avait bien la nécessité déjà à l'époque et même bien avant. Et c'est dommage d'en être à se battre encore aujourd'hui sur des éléments comme ça. Il y a tellement de combats à faire avant, et, enfin, autrement que ça. Et ça m'embête de devoir faire la même chose que mes précédents camarades, quoi. Décrivez-nous justement votre structure, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça permet, quels besoins vous avez également? L'UFCM à Toulouse nous a permis d'aller voir très régulièrement donc, les collègues sur le terrain, de s'adresser différemment à eux. J'ai plusieurs exemples. Mais en fait, on a par exemple des horaristes, donc chez nous, ce sont ceux qui font le plan de transport, qui sont en grande difficulté actuellement sur Toulouse, peu importe lesquels, à vrai dire, c'est les mêmes partout, hein, perte de sens, surcharge au travail, quels que soient nos métiers, c'est un peu la même chose. Et en fait, on est allé les voir et on s'est aperçu que c'était pas des tournées comme on pouvait faire ailleurs. C'est-à-dire qu'on y est allé une première fois, une deuxième, une 10e, une 20e fois, et ça fait 1 an et demi, et seulement maintenant on commence à pouvoir monter un cahier revendicatif. Jusque-là, ils étaient très réticents, mais si on n'y était pas allé 20 fois, et en les abordant tranquillement, et en discutant de choses et d'autres, en leur parlant de leur travail, bien sûr, mais sans... Très vite, on s'est très vite confronté à des agents qui étaient anti-syndicats, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et en fait, en travaillant les choses, on s'est aperçu qu'ils étaient anti-CFDT parce que ça s'était mal passé. Et donc, en travaillant encore un peu plus, ils ont ouvert la porte à la CGT et on est allé derrière voir la direction. On a pu monter des choses et c'est encore en cours aujourd'hui. Et de la même façon, on a parlé avec un directeur d'unité qui était confronté avec le directeur d'établissement. Et ils sont plusieurs, pareil, avoir des grosses difficultés. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait vu des camarades passer, il en a vu plein des tournées. Mais en fait, les gens qui passaient, soit ils lui parlaient pas, soit ils lui demandaient comment allaient ses agents. Et puis nous, on y est allés et on lui a dit, mais au fait, toi, comment tu vas? Et il nous a dit, pas du tout bien. et on est en train de travailler. Ce cadre a pris sa carte il y a 2 ou 3 semaines. Les horaristes, c'est pareil, il y en a plusieurs qui ont pris leur carte. Donc voilà, c'est le besoin du spécifique, d'aller aborder les agents différemment, de leur apporter des tracts différents, d'avoir une communication aussi différente. Au bureau des ingénieurs, chez nous, on est en train de faire plein de cartes. Et en fait, les derniers ingénieurs encartés avec qui j'avais parlé jusqu'à l'année dernière, ils sont tous partis à la retraite. Et là, je me retrouve avec des jeunes plus jeunes que moi, qui ont 25 ans. Et c'est top. Et donc, je leur ai fait une formation d'accueil, on a discuté longuement. Alors ils sont convaincus à nos idées, c'est clair, mais eux-mêmes m'ont dit voilà, il y a des choses quand même qui nous plaisent moins. Il faut la com, il faut qu'on vous voit sur les réseaux, il faut qu'on vous voit partout. Et on va essayer de les motiver pour venir nous aider aussi parce que c'est très chronophage. Mais voilà. C'est ça la CGT du futur? Ouais, c'est ça la CGT du futur. Clairement, il faut qu'on s'approprie les choses. Je travaille pas mal avec la section de retraités de chez nous. Ils sont dans les mêmes locaux que nous, donc j'ai la chance de pouvoir beaucoup parler avec eux. Ils sont tous à l'IHS Cheminot de Toulouse. Et quand je vois des tracts alors je me tromperai sans doute, mais peut-être des années 90 avec des dessins dessus, des choses. À l'époque, c'était un tract très moderne, qui était même pas photocopié, qui était passé à la rodéo. Aujourd'hui, ça me fait sourire quand je le vois, mais à l'époque, quand ils l'ont sorti... Mais ça revient à la mode. Hein. Bien sûr. Mais je pense qu'il y en a qui ont dû leur dire qu'est-ce que tu me sors là? C'est pas comme ça qu'on fait du militantisme. Et ben aujourd'hui, c'est la même chose. On va pas abandonner les tracts, mais je pense qu'il faut qu'on renouvelle nos pratiques. Quand on parle des réseaux sociaux, j'ai l'impression que des fois, c'est un gros mot. En fait, ça a été dit hier ou ce matin, c'est comme dire je veux pas de la voiture, on va rester à monter à cheval, la voiture elle y est, on y reste. Aujourd'hui les réseaux sociaux, on peut se dire on les oublie, mais ils sont là et aujourd'hui on entend peu notre parole dessus. De plus en plus, il y a des choses qui sont faites par l'UGICT, par ma fédération, par l'UFCM. On est en train de s'y mettre dessus, mais il faut vraiment qu'on y aille parce qu'on est attendu.
Sébastien Salé, dans votre fédération Mines Énergie, le groupement national des cadres, le GNC, là aussi, il est créé en 1937. Comment vous, personnellement, vous êtes venu à ce syndicalisme spécifique et vous avez été à la tête d'une organisation départementale? Oui, alors déjà, merci Aude-Cécile pour ce rayon de soleil sur le spécifique, ça fait du bien. Ça va pouvoir me booster. Comment je suis venu au spécifique? Donc, l'histoire commence il y a à peu près 12 ans, en fait, où je rentre chez Enedis après une reconversion professionnelle. Là, je suis assez surpris de la culture CGT dans cette entreprise, où très rapidement, je vois des permanents syndicaux qui viennent me voir, comment ça se passe, tout ça, dès mon alternance en fait. Et je dis tiens, moi je connaissais pas du tout ça, j'étais pâtissier avant, donc rien à voir. Et je me dis tiens, c'est intéressant. Donc embauché, quelques mois passent et je me syndique, ou plutôt je fais mon transfert de syndicalisation puisque j'étais déjà syndiqué auparavant. Et on me dit, bah, tiens, toi, avec ton niveau de qualification, bon, c'est un BTS, voilà, ton autonomie et ta responsabilité dans ton poste, tu vas être à l'UFIC CGT Énergie 87. Ouais, CGT, moi j'avais compris CGT, hein, UFIC, bon, je n'avais pas compris les détails, bon, peu importe. Je commence à payer mes cotisations, tout ça, à m'investir, on me sollicite pour les activités sociales, donc le comité d'entreprise des électriciens gazéiers, voilà. Après, on me dit, est-ce que tu voudrais pas faire un petit peu de trésor au syndicat, tout ça. Bon, de fil en aiguille, les mois passent et je m'investis de plus en plus dans le syndicat. Mais moi, le spécifique, j'avais encore rien compris, hein, je savais pas là. Et un jour, mon secrétaire général me dit, est-ce que tu voudrais pas participer aux journées d'été UFIT? Donc c'est à Courcelles, on fait une voiture, on y va ensemble, ok. Bon, ben, je regarde le programme, assez intéressant et tout, et j'y vais. Et là, c'est le déclic. Là, je me dis, il y avait 3 débats super intéressants. Alors, j'ai un petit peu oublié les thèmes hein, depuis le temps, mais super intéressants, des interventions super intéressantes, des camarades également intéressants, contents de se voir, enfin vraiment convivialité, enfin vraiment très sympa. Et je me dis, mais là, il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Je reviens hyper motivé et je vois d'autres camarades syndiqués en disant, mais là, notre syndicat UFIC, là, il est un petit peu pas à l'arrêt. Enfin, on avait la structure, mais voilà, il ne fonctionnait pas correctement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Donc, on se dit oui, bon, on essaie de se motiver. Et avec l'appui de l'UFIC TFNME, donc, on organise très rapidement en fait, deux stages ancrés à l'activité spécifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le pendant d'être responsable UGICT, mais sur notre fédération. Et donc, voilà, on s'active dans ce stage, on fait une cartographie, on fait un plan de travail. Et donc, assez rapidement, en fait, on constitue un petit groupe, une petite équipe, pour relancer la machine du petit syndicat UFICT donc Énergie Limoges. Et tout de suite, les résultats arrivent en fait, parce qu'on fait du déploiement, on va vers les salariés, on porte des informations qui les intéressent, et tout de suite, en fait, assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'en 3 ans, on a fait 1/3 de FNI supplémentaire. Donc c'est quand même pas rien, on en est plutôt très content. Voilà, et on continue l'activité. Là, je deviens secrétaire général du syndicat, et avec les 2 autres camarades, voilà, un trésorier, un secrétaire à l'orga. On fait des toutes petites réunions de bureau, voilà, mensuelles autour d'une pizza. Ça avance, on prépare les IRP, on présente des candidats cadres dans toutes les listes. Donc des IRP sur notre périmètre, donc ça c'est super important d'arriver à présenter des candidats partout, puisque ça permet aux cadres de pouvoir voter CGT. Et plutôt grande victoire pour nous, pour la première fois où on présente des candidats cadres, donc 2 candidats cadres sur l'unité donc DR Limousin Enedis, en fait on obtient presque 1 cadre sur 3 donc à voter CGT. Donc ça vraiment on était super contents, pour atteindre la représentativité sur notre unité de 72,75%. Voilà. Alors,
un petit dernier exploit en date. En fait, on a eu hier les résultats des élections de CMCS. Donc, c'est les comités d'entreprise qui sont répartis par petites cellules locales. Et nous, sur la CMCS de Limoges, en fait, au niveau fédéral, on a perdu 2%. Bon, voilà, ça s'érode un petit peu. Sur la CMCS de Limoges, en 2021, on avait déjà gagné un siège. On était passé de 14 à 15 sièges sur 24. Et là, on est passé à 10 voix du 16e siège. Donc, en fait, on progresse encore. Donc, pour prouver que grâce aux spécifiques et avec l'entente avec le syndicat ouvrier-employé juste à côté, donc comme Haute-Cécile, en fait, on travaille main dans la main avec le syndicat des ouvriers employés du même secteur, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on veut mettre en avant et qui fonctionne très bien chez nous. Dernièrement, depuis le mois de septembre, on a fait 7 cartes. 4 UFICT et 4 ouvriers employés. Donc on continue à syndiquer et c'est super. On fait plein de petites choses. Enfin voilà, on a réalisé avec Agathe il y a 2 ans le premier débat dînatoire concert. Donc tout est dans le titre. Hein. Débat dînatoire concert. Donc un temps d'échange. On avait 2 thèmes, donc sur l'énergie et la réduction de travail, et ensuite un espace dînatoire et un concert avec un groupe militant. Et c'était vraiment super sympa. Donc tout ça pour dire un mot de conclusion parce qu'il s'est passé des choses dans votre fédération à ce sujet. Ouais. Alors voilà, tout ça pour dire que la structuration est super importante et que en fait, sans la structure, en fait, nous, le travail était quasiment facile parce qu'on avait déjà un syndicat, on avait juste à le réactiver. Donc ça, c'était facile. Et donc voilà. Donc sur la fédération, effectivement, depuis le mois de janvier, il y a eu pas mal de petits mouvements. Il y a eu des conseils généraux et un congrès qui a acté en fait des décisions collectives de modification, on va dire, de l'activité spécifique au sein de la FNME. Donc voilà, 3 modifications principales. Une sur le champ de syndicalisation, qui aujourd'hui en fait ne peuvent être syndiqués dans les syndicats UFICT ou sections UFICT, en fait les ICTAME, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise à encadrement uniquement. Voilà, réduction du périmètre de syndicalisation des sections et syndicats UFICT. Il y a aussi maintenant, on n'a plus la possibilité d'avoir 2 syndicats, donc un UFICT, un ouvrier employé sur le même périmètre. Nous, c'est un périmètre départemental, ce qui est assez dommage parce que nous, c'est notre mode de fonctionnement et qui fonctionne très bien. Voilà, Haute-Cécile l'a évoqué, le camarade de ce matin l'a évoqué aussi sur la table ronde. C'est une paire de syndicats qui fonctionne très bien, généralement. Et aussi, on a dû, la fédération devait amortir en fait une baisse de 8000 heures en fait, d'heures de délégation à partir du 1er janvier 2026 suite à la baisse du résultat des IRP 2023. Donc plusieurs scénarios ont été étudiés. Le scénario retenu, en fait, c'est que pour absorber en fait, ces 8000 heures en moins, en fait, l'UFICT FNME va passer de 40 000 heures à 4700. Donc, vous comprenez bien que c'est une baisse de 90% des moyens qui est assez compliquée. Et donc voilà, on se rend compte qu'à la CGT, en fait, on a la FNME, on a une CGT qui prône la CGT unique, généraliste et indivisible, et qu'à côté, on a effectivement ceux qui portent le spécifique. En fait, la vérité, c'est qu'il faut tout pour faire un monde, et la réalité, c'est qu'il y a tout un monde entre nous. Agathe Le Berner, on va finir avec vous. De métier, vous êtes inspectrice du travail. Qu'est-ce que ça signifie le spécifique pour vous par rapport à deux organisations qui avaient une longue histoire là-dedans? Eh ben, moi, je vais parler aussi à partir du jeu. Moi, j'ai pas du tout le même profil qu'Haute-Cécile et Sébastien, puisque moi, je viens pas d'une structure spécifique. J'ai tout appris un peu par hasard. Et c'est ça, je pense, le nœud du problème. C'est que des profils comme les miens, il va y en avoir de plus en plus dans la CGT. C'est-à-dire, on a une génération qui est de plus en plus diplômée et qui intègre massivement la CGT. On vous l'a dit, les cartes qu'on fait, les adhésions qui sont faites, elles sont principalement aujourd'hui portées par des ICT, souvent très jeunes, et qui, on le voit à la fois dans les visios d'accueil qu'on leur fait toutes les semaines le mercredi, mais aussi dans l'enquête IRES qui est en train d'être menée sur les nouveaux adhérents suite à la mobilisation contre la réforme des retraites, qu'on a des profils très politisés, très militants, très disponibles pour la lutte, mais qui n'ont pas du tout la conscience de la place que la CGT veut qu'ils occupent dans l'organisation. Donc qui sont parfois dans des démarches
un peu de solidarité pure, voire parfois, j'ose le terme, de charité vis-à-vis des ouvriers employés, ce qui, je pense, n'est pas le bon positionnement dans l'organisation pour ces syndiqués-là. Et moi, à partir de mon profil, moi je viens d'un syndicat qui est à la base un syndicat national, qui est dirigé par des ingécatech, qui est précisément dirigé par des cadres, alors qu'il compte des syndiqués employés, ce qui est, je pense, un problème et le risque qu'on a évoqué en début de congrès, que les cadres, techniciens, agents de maîtrise prennent le pas sur les ouvriers employés dans la conduite de notre organisation générale, ce qui est un danger, je pense, pour la CGT dans son fonctionnement au quotidien. Et puis, c'est le risque, quand on n'est pas inscrit dans une activité spécifique, de ne pas comprendre les enjeux revendicatifs qu'on porte. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que moi-même, j'ai fait ces erreurs à mes premiers pas avant d'être confronté au spécifique, de défendre le salaire unique pour tout le monde, donc la fin de la hiérarchie des salaires dont parlait Caroline tout à l'heure. Et c'est normal parce que c'est un besoin d'acculturation qu'on a dans l'organisation et qui est fourni justement par l'organisation spécifique qu'on a. Je voulais faire le lien avec la question des luttes. Nous, à l'inspection du travail du 93, mon syndicat d'où je viens, on a mené une lutte très forte qu'on a gagnée sur les sous-effectifs. On a fait grève pendant 3 ans. On a refusé d'occuper les postes qui étaient laissés vacants par les sous-effectifs organisés par notre direction. C'est une bataille qu'on a gagnée avec l'aide des parlementaires. On est allé au tribunal administratif, on a fait condamner l'État pour sa carence à organiser les effectifs. Et c'est une lutte d'ingénieurs cadres techniciens. C'est une lutte spécifique parce que ce sont des cadres qui se sont mobilisés pour leurs conditions de travail avec le soutien ici de leurs usagers qui sont les citoyens qui utilisent l'inspection du travail. Ces luttes, on les connaît trop peu dans l'organisation. Moi, il a fallu que j'arrive à l'UGICT, à la direction de l'UGICT, pour apprendre qu'il y avait eu des grèves massives dans les années 90 sur le temps de travail des cadres, qu'il y avait eu des rassemblements, y compris à Beaubourg, des cadres qui viennent avec des techniciens qui portent des panneaux on est ingénieur, cadre, technicien en lutte. Enfin, ça, c'est des choses dont je n'avais pas conscience avant d'arriver à l'UGICT, et c'est un savoir-faire qui risque de se perdre, avec la suppression de nos structures spécifiques, la suppression de cette acculturation dont on parlait Aude-Cécile et Sébastien, mais qui prend différentes formes. À la FNME, tu le dis, il y a les journées d'études, des modalités de lutte très concrètes que vous avez mis en œuvre contre la réforme des retraites il y a 2 ans. Chez les cheminots, il y a évidemment votre organisation très forte, mais aussi des exemples qu'il faut reprendre, partager, démultiplier. Les groupes nationaux cadres, par exemple, qui traitent la spécificité cadre, les groupes nationaux qui traitent la spécificité des techniciens dans vos organisations. Mais je pense par exemple à l'UFIC Service Public, une charte qui met en place, qui pose le cadre des relations entre les syndicats ouvriers employés et les syndicats spécifiques. Si on ne connaît pas tous ces outils qui existent dans notre organisation spécifique, on ne se rend pas compte que c'est possible de la faire tourner, et y compris de mener des luttes fortes, collectives, sur les enjeux spécifiques de salaire, de temps de travail. Merci à vous 6. Belle farandole intergénérationnelle.